Bonjour à tous, nous sommes le lundi 21 juillet 2025 et nous allons parler donc de la situation. Nous allons faire la rubrique comme nous le faisons chaque semaine. Là, cette fois-ci, c'est sur le thème que vous avez sur la vignette. Alors, je vais parler donc de l'Empire américain. Et donc, les empires naissent, se développent, puis disparaissent dans un cycle de vie, tout comme tout cycle de vie sur notre planète. L'Empire des États-Unis, avec son appendice, l'État d'Israël, aura le même destin que les empires qui l'ont précédé. L'Empire perse, l'Empire romain, l'Empire ottoman, l'Empire français et l'Empire britannique. Avec une très grande différence, c'est que l'Empire français, comme l'Empire britannique, ont perdu peu à peu de leur territoire sur une longue période de temps, plusieurs décennies, et surtout, cette perte de territoire, cette perte d'influence s'est faite en général d'une façon diplomatique, à l'exception de l'Algérie, où là, beaucoup d'hommes et de femmes sont morts, alors que tout cela aurait pu être réglé par la négociation et la diplomatie. La vision hégémonique du lobby de la finance qui dirige les États-Unis depuis plus d'un siècle a probablement empêché une évolution naturelle et pacifique de la fin de l'Empire américain. Cela est probablement dû au surinvestissement du lobby de la finance dans l'industrie produisant du matériel militaire d'une part et de l'autre de l'énorme quantité de bases militaires américaines installées dans le monde, avec un réseau de communication par satellite qui n'existait pas à l'époque des précédents empires. Cette répartition géographique, cette emprise tout autour de la planète et cette possibilité de communiquer en temps réel d'une base militaire à une autre modifie les données du problème et entraîne vers une confrontation militaire globale. En fait, comme je l'ai déjà dit, ce sera véritablement la Première Guerre mondiale, car tous les territoires de la planète seront plus ou moins impliqués en même temps. Cette Première Guerre mondiale, si on l'accepte de la qualifier ainsi, aura une ampleur jamais connue dans l'histoire de l'espèce humaine. Et pendant que les deux blocs se préparent à cette ultime et décisive confrontation, la population de tous les pays concernés est, dans sa grande majorité, assise devant ses postes de télévision à regarder des matchs de football, des compétitions sportives de toutes sortes. La possibilité de transformer des individus différents en supporters fanatiques pour telle ou telle équipe reste pour moi une énigme. Lorsque l'on observe les populations civiles avec un peu de recul, on est consterné de voir que les êtres humains ont été transformés depuis une quarantaine d'années en consommateurs. Les messages publicitaires de plus en plus débiles abaissent de façon régulière le niveau culturel de la population de notre pays. Les activités agricoles ou industrielles obligeaient les individus à réfléchir sur des problèmes concrets pendant les heures de travail. Il y a de moins en moins d'agriculteurs et de moins en moins d'entreprises industrielles ou artisanales et de plus en plus de fonctionnaires dont le rôle n'est pas de solutionner des problèmes concrets, mais dans la plupart des cas d'exécuter un travail répétitif et sans initiative personnelle. Cette évolution de notre société ne favorise pas la réflexion et l'analyse personnelle
Et plus l'on donne des solutions toutes prêtes à notre cerveau, plus ses capacités diminuent. Curieusement, nos dirigeants politiques qui devraient se poser des questions et réfléchir sur les dangers qui menacent notre population à court et moyen terme ne se posent pas de questions sur l'éventualité d'une guerre entre les deux blocs qui se sont constitués depuis une vingtaine d'années. Les forces de l'OTAN d'un côté et les BRICS de l'autre, bien que les BRICS ne constituent pas au départ une force ou une alliance militaire, elles modifient profondément les données du problème dans la mesure où cette nouvelle organisation a rendu inefficaces les sanctions économiques et les embargos pratiqués par les États-Unis pour exercer son hégémonie sur la totalité de la planète. Cette situation économique nouvelle, qui se développe depuis une vingtaine d'années, a rendu inefficaces les sanctions économiques contre la Russie, prises par le lobby de la finance, et a fourvoyé notre brillant ministre Bruno Le Maire, qui avait déclaré au début de l'année 2022 que ces sanctions allaient mettre la Russie à genoux. Eh bien non, Bruno, le monde a changé. Si l'Allemagne et les pays européens refusent d'acheter le gaz à la Russie, les pays des BRICS, qui représentent plus de 4 milliards d'individus, eux sont ravis d'acheter le gaz, le pétrole et tous les autres produits à la Russie. Et cela permet de faire tourner 24 heures sur 24 toutes les usines produisant du matériel militaire en Russie. Le vainqueur de la guerre a toujours été, depuis l'Antiquité, celui qui était capable de produire le matériel militaire le plus avancé en plus grande quantité. Et c'est là où nous arrivons à la situation actuelle. Les États-Unis ne possèdent plus qu'une semaine de munitions conventionnelles devant eux. En cas de guerre, après une semaine de combats conventionnels, ils seront devant le choix suivant: capituler ou utiliser le matériel nucléaire. Voilà la réalité de la situation. En ce qui concerne les États-Unis, et ce qui est vrai pour les États-Unis est également vrai pour Israël, en ce qui concerne la Russie, elle produit chaque mois plus de 1000 missiles, plus du matériel, plus des munitions qu'elle n'en utilise en Ukraine depuis 3 années. Mais Vladimir Poutine n'est pas pressé. C'est un judoka, ceinture noire 8e dan, et c'est très important. Le sport de compétition a formé son mental. Rien à voir avec les gugus comme Macron ou Trump, élevés dans la facilité, le confort matériel et la perversité. Comme un judoka de très haut niveau, il portera son attaque au moment précis où l'adversaire se placera en position de déséquilibre. Et là, tout basculera. Lorsque cette situation arrivera en Europe, ce sera l'effet de surprise en France et la sidération de tous ceux qui ont refusé de regarder la réalité en face. Il nous reste quelques mois pour nous préparer mentalement à cette situation. Selon une étude menée par l'état-major du Pentagone, 90 millions de personnes seront mortes dans les 20 premières minutes aux États-Unis. Puis 90 millions mourront dans les 20 jours suivants. J'ai déjà expliqué la raison pour laquelle il y aura ces deux séquences en quelque sorte. C'est parce que d'une part, toute la côte Est et la côte Ouest seront l'objet de tirs
et d'explosions nucléaires à basse altitude qui seront tirés par des sous-marins. Les sous-marins russes s'approcheront des côtes. On peut estimer que probablement une vingtaine de sous-marins s'approcheront de la côte est, c'est-à-dire se placer en face New York, Boston, Washington, etc. Et puis qu'une vingtaine de sous-marins se positionneront sur la côte ouest, en face Los Angeles, San Diego et San Francisco. Et donc, l'heure sera également, si l'attaque est à l'initiative des Russes, sera également importante. Ils choisiront vraisemblablement l'heure où tous les gens sont au travail ou se rendent au travail, 9 h du matin pour Los Angeles, midi pour New York. Et donc là, vraisemblablement, il y aura une synchronisation avec une attaque, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos, avec les attaques en Europe sur toutes les bases militaires qui sont installées en Allemagne, en Belgique, en Angleterre et également aux Pays-Bas, mais également en Espagne et en Italie. Alors, voilà la situation qui peut se produire. Donc, explosion sur le littoral américain à basse altitude pour détruire toute la capacité, on peut dire, intellectuelle et industrielle des États-Unis. Et puis, je pense qu'il y aura également, bien sûr, des sites aux États-Unis militaires qui seront touchés. Le premier objectif sera vraisemblablement de détruire à Washington le Pentagone et la Maison-Blanche, où là, c'est le président qui donne l'ordre du feu nucléaire. C'est la raison vraisemblablement pour laquelle les Russes actuellement produisent un nouveau type de sous-marin, j'en parlerai une prochaine fois, qui aura certainement un rôle important à jouer. C'est un sous-marin qui ne fera pas partir ses missiles à la verticale comme le font tous les sous-marins actuels dans le monde, des sous-marins qui envoient des missiles balistiques et qui partent à la verticale, montent très haut, la plupart du temps jusqu'à la stratosphère, puis font la courbe et redescendent à la verticale sur l'objectif. C'est une perte de temps et donc l'effet de surprise est un élément décisif et ce sera vraisemblablement, s'ils ont le temps de terminer ce type de sous-marin, ce sont des sous-marins qui utiliseront des missiles à décollage sur un angle de 15 à 30 degrés. Et là, on va directement sur l'objectif et la défense en face n'a pas le temps de s'organiser. Le sous-marin étant à 20 ou 25 km de la côte et Washington est en fait à 100 km de l'océan. Donc, ce sera une fraction de peut-être 2 minutes pour atteindre cet objectif. Il y aura vraisemblablement plusieurs missiles qui arriveront sur ces deux objectifs. Et là, il n'y aura plus probablement d'ordre pour utiliser, contre-attaquer, etc. Il est vraisemblable qu'en même temps, en Europe, des missiles du type Oreshnik seront tirés, car c'est ce type de missile qui convient pour détruire les bases américaines en Europe, avec une portée de 5000 km, donc parfaitement dans la limite de ce type de missile. Et donc, on va voir comment évolue la situation, mais il faudra vraisemblablement que les gens se préparent, puisque en Europe, nous ne sommes pas, à mon avis, directement concernés par des tirs directs sur des villes, peut-être à part des grandes capitales, mais en principe, les Russes devraient se limiter aux objectifs militaires qu'il y a en Europe et qui les menacent directement. Donc voilà pour la
la petite rubrique d'aujourd'hui. J'ai voulu faire quelque chose comme nous le faisons maintenant d'assez court. On reviendra sur ces questions. Certainement, il nous reste une vidéo à faire avant les congés. Nous serons en congé au mois d'août. Et donc en septembre, d'ici là, on verra comment évoluer la situation au Moyen-Orient. Il est possible qu'Israël essaie à nouveau d'attaquer l'Iran. Comme je l'ai expliqué, ce sera à mon sens avec une participation ou tout du moins à partir du territoire d'Azerbaïdjan, c'est tout à fait possible. Les Turcs jouent un rôle important là-dedans avec les Américains et Israël. Donc on va voir comment cette situation évolue. Mais ce qui est certain, c'est que la guerre se prépare et que très peu de personnes ont conscience de cette situation. À quel moment tout cela explosera, c'est difficile de le dire. On peut seulement situer des périodes de probabilité. On reviendra dessus. Je pense qu'en septembre, la situation aura évolué, nous permettra peut-être de comprendre un peu mieux ce qui se passe. Voilà. Donc, bonne semaine et à bientôt.